la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes. La saison des pluies arrive à grands pas. Hier, par exemple, on a eu droit à de fortes pluies accompagnées de la grêle. Et c'était dans la région du centre. Toute la capitale politique a donc été bien arrosée. Un peu de chaleur en moins, ça ne fait pas de mal. Et bien sur l'ensemble du territoire national, les températures restent presque stationnaires. Vous le voyez, on est toujours entre 16 et 25 degrés. Plus en détail, notre premier détour vestival, c'est dans la région du nord où je vous emmène. C'est un temps calme qui nous accueille cette nuit avec un ciel bien recouvert, les températures plutôt agréables et ce beau temps ira jusqu'au petit matin. Je vous conseille d'en profiter. Du nord donc au sud-ouest vers la côte, les pluies sont au rendez-vous dans la majorité de la région, et ceci jusqu'au petit matin sera du bien à vos cultures. Attention au froid qui s'annonce, sortez bien couverts et à l'abri. Dans le sud également, les pluies sont au rendez-vous, excepté à Kribi ce soir. Et au petit matin, c'est Ebolova qui fera exception. Le service agrométéorologique vous conseille de préparer vos semis d'arachide pour cette saison. Vous pouvez le consulter. À bientôt. C'était la météo avec C3A Productions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le Parlement en session dès demain jeudi. Députés et sénateurs sont déjà dans la capitale ce soir pour la première session législative. Contexte et enjeux de ces travaux dès l'entame de ce journal. Le Covid-19 en 1000 questions. La résurgence est effective avec des chiffres qui sonnent la remobilisation tous azimuts. Le ministre de la Santé publique est de nouveau aux 20h30 ce soir. Éclairage à suivre sur la riposte gouvernementale. Et puis le ciment en progression continue. Les prix du produit ne baissent guère sur le marché malgré l'augmentation de l'offre et des producteurs. Explication sur cette flambée à suivre dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ça sonne comme une rentrée. Demain, jeudi 11 mars, le Parlement entre en travaux. La première session ordinaire de l'année législative va s'ouvrir à 11h à l'Assemblée nationale et à 16h au Sénat. Cette session verra le renouvellement du bureau des deux chambres et certainement d'autres sujets et textes inscrits à l'ordre du jour. Une session parlementaire en contexte de Covid-19. Conséquence, des dispositions spéciales sont prises pour des séances à distance. Veille de session au Parlement, Pulchéri Athé. Le principal enjeu de cette session législative de mars reste à n'en point douter le renouvellement des bureaux aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et conformément à l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est le bureau d'âge en fonction qui conduit cette élection au cours d'une session de plein droit qui doit aboutir à la mise en place des bureaux définitifs composés d'un président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Nous espérons que ce renouvellement permettra une dynamique qui permette de renforcer l'action de ce Parlement-là. Au-delà du renouvellement des bureaux, le Parlement va certainement se pencher sur les problématiques de l'heure.
la délivrance des cartes nationales d'identité. Il est question qu'on ouvre le débat dans le cadre d'une plénière spéciale pour voir qu'est-ce qui fait problème. Donc en dehors de ceci, il y a des enjeux politiques. C'est le moment où on devrait travailler pour toiletter le système électoral. Il y aura la problématique d'acceptation ou de non-acceptation du vaccin contre Covid. Il faut relever qu'en raison de la résurgence de la pandémie de la Covid-19, l'administration parlementaire a décidé de la tenue des travaux en présentiel pour les députés et en vidéoconférence pour le public. L'accès aux différents sites étant exclusivement réservé aux parlementaires, aux sénateurs, au personnel dûment désigné et aux médias accrédités. Journée de célébration du Club des Gentlemen à travers le monde. Ce 10 mars marquait au Cameroun la fin de la semaine du Commonwealth. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, a présidé la cérémonie en compagnie de quelques membres du gouvernement et des chefs des missions diplomatiques. Le thème retenu cette année pour le Commonwealth, il s'agit de construire un futur commun, connecté, innovant et transformé. Reportage William Badier. Sobriété absolue dans ces activités marquant le 25e anniversaire de l'adhésion du Cameroun au Club des Gentlemen. Une grande simplicité justifiée ici par la pandémie Covid-19 et la disparition soudaine lundi dernier du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, Adoum Gagoum. Présents à cette cérémonie, quelques membres du gouvernement, les chefs de missions diplomatiques et consulaires, y compris quelques parlementaires. Dans son discours de circonstance, Félix Mbayou, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, va souligner avec emphase les grandes avancées du Cameroun depuis son adhésion au Club des Gentlemen il y a 25 années déjà. La consolidation de la démocratie et l'état de droit, la promotion des valeurs d'égalité, de non-discrimination, la liste est loin d'être exhaustive. Les élèves méritants des jeux concours organisés dans les établissements scolaires ont reçu différents prix d'encouragement des mains du ministre des Relations extérieures et autres membres du gouvernement conviés. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction consacré ce soir à la riposte gouvernementale face à la résurgence du Covid-19, une pandémie qui défie l'intelligence humaine, la science et même la foi des chercheurs et des hommes d'église. Mais les Camerounais sont résilients, ils proposent des solutions. Ainsi, en dehors de la prière pour le salut divin, la nature met à la disposition de notre humanité des plantes médicinales, éléments de réponse pour évacuer le coronavirus de notre quotidien. Des suggestions qui donnent donc des raisons d'espérer. Pierre Bienambarga. La forêt, siège de tous les espoirs pour tuer le coronavirus. La résurgence de la pandémie affûte davantage la curiosité des hommes d'église et des tradipraticiens. Ici au marché de Mvormbi, l'artillerie des essences mise à la disposition des patients exorcise la peur. Voilà l'homme folle. Voilà voilà il y a aussi le tirmoro. Ce produit qui s'appelle Covid-19 Pain, c'est ça que je veux que on doit vraiment développer. Chez les hommes d'église, en dehors de la prière, très efficace d'ailleurs, la nature devient la solution. On l'a vu avec Monseigneur Samuel Krida, l'archevêque métropolitain de Douala-Croix comme fer, que la pandémie sera vaincue. Telle est la conviction d'un autre évêque, celui-là catholique gallican. Le chef d'État a dit il encourage les solutions endogènes. Et en clair, nous avons mis sur pied ce produit qui est anti-borne Covid. Il est préventif, il est curatif, il est de même désinfectant. Le Covid-19, pandémie téméraire qui humilie l'humanité, met l'intelligence des chercheurs à rude épreuve. On devrait s'attendre à une riposte poids lourd. Autre solution, c'est bien le testing massif qui est en marche. Le coup d'envoi du dépistage généralisé chez les élèves et les enseignants était donné ce mardi à Ebolova, c'est dans la région du Sud, et à travers d'autres localités de cette région. L'opération est supervisée par le ministre des Enseignements secondaires.
Et appuyé par son homologue de la santé publique, le docteur Manaouda Malachi est déjà sur ce plateau pour ses éclairages sur la riposte gouvernementale contre le Covid-19. Mais nous allons d'abord faire le point de ces opérations de testing dans le sud avec Christian Blondel Ndongoabia à Ebolova. Nul n'entre au lycée bilingue d'Ebolova sans le minimum d'outils nécessaires à la lutte contre le Covid-19. Dans cette croisade, l'établissement entame le testing obligatoire du personnel administratif et enseignant ainsi que des élèves. Une opération supervisée par le délégué régional des enseignements secondaires du Sud en collaboration avec les équipes de la santé publique. Détecter qui est malade et qui ne l'est pas. Et tous ceux qui vont être testés positifs seront pris en charge immédiatement. Au lycée bilingue comme au lycée classique et moderne d'Ebolova, ce sont les chefs d'établissement qui prêchent par le bon exemple. Il faut que nous abordions cette phase des examens certificatifs dans la sérénité. Je pense que nous faisons tout ceci pour sauver l'année scolaire. Un peu timide au départ, mais soucieux de leur santé en cette période de l'année scolaire, les élèves ont compris qu'il est important de saisir l'opportunité. Le corona nous menace et il faudrait que tout le monde puisse passer son texte. Après la zone urbaine, le dépistage va se poursuivre en milieu rural dans les 4 départements de la région du Sud. Entre-temps, les pédagogues et les autorités administratives s'assurent de l'effectivité de l'application des gestes barrières. Bonsoir, Monsieur le ministre de la Santé publique et bienvenue. Bon retour, en fait, sur ce plateau du 20h30. Bonsoir, madame. C'est efficace, ces testings massifs, tout d'abord. Votre réaction? Oui, vous savez que notre stratégie a été, d'ailleurs, n'est-ce pas, basée sur les 3 T, c'est-à-dire traquer, tester et traiter. Et donc, naturellement que le testing massif est assez efficace pour pouvoir sortir très tôt ceux qui sont positifs de la communauté, les traiter afin de couper la transmission. Donc c'est efficace. Quel bilan aujourd'hui, ce soir, sur le front de la pandémie, Monsieur le ministre? Alors, bilan chiffré. Disons qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre tendance haussière, parce que il y a de cela quelque temps, nous avons franchi déjà la barre de 2000 positifs, nouveaux cas par semaine. Aujourd'hui, nous sommes remontés à 3000. Et nous avons en termes de régions, ce qu'ils faisaient en une semaine aujourd'hui, ils le font en un jour. Et donc, je crois que la tendance est toujours haussière. Nous avons toujours notre taux, n'est-ce pas, de sévérité qui est à 1,5. Là, au moins, nous sommes un peu réconfortés parce que les cas nouveaux que nous rencontrons, ce sont des cas presque tous, j'allais dire, asymptomatiques. Et nous avons quelques cas les légers. Et nous avons moins, quand même, des cas sévères. Maintenant, sur le taux d'occupation de l'île, nous sommes encore en train de grimper un tout petit peu. Nous sommes à 12,7%. Le taux de guérison, en fonction de l'évolution de la transmission, est redescendu à 92%. Et dans les administrations, on ne sent pas vraiment une remobilisation. Est-ce que le dispositif de riposte est perceptible sur le terrain aujourd'hui ? De votre point de vue, de votre côté? En tout cas, monsieur le premier chef de gouvernement a été très clair lors de notre dernière réunion d'évaluation. Il a demandé à toutes les administrations de se remobiliser autour de la riposte et de remettre le dispositif qu'il y avait, y compris dans les marchés, y compris dans les espaces ouverts au public, les halls des banques et tout le reste. Donc, c'est une prescription de monsieur le premier chef de gouvernement. Nous ferons quelques tours de temps en temps pour voir si ces mesures sont en place, mais c'est une erreur que de ne pas le faire. Et dans les hôpitaux et les centres de prise en charge, on note dans la prise en charge précisément de certains cas de détresse respiratoire comme une certaine insuffisance. Le cas cette dernière semaine, ce début de semaine encore également à l'hôpital central de Yaoundé, par exemple, Monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes au courant? Non, je pense qu'il faudrait peut-être que nous soyons très clairs là-dessus. La situation que nous avions eue en mars-avril dernier, c'était que nous avons fait un point sur les équipements, par exemple, d'assistance respiratoire. On n'en avait pas du tout.
Et maintenant, nous sommes montés quand même en capacité parce que nous avons aujourd'hui, à travers le territoire, pas moins de 600 à 700 concentrateurs d'oxygène. C'est suffisant à votre avis? Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quand même quelque chose pour pouvoir prendre en charge ce qui arrive. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons moins de cas graves. Et donc, ce que nous avons aujourd'hui nous permet de faire face à la pandémie de toutes les manières. Et cet oxygène, de quoi s'agit-il? Quand on dirait dans un hôpital qu'il manque de l'oxygène, on ne comprend pas très bien, monsieur le ministre. Je ne sais pas si ces jours nous avions évoqué encore des manques d'oxygène. Parce que, à la faveur de cette riposte, nous avons commandé des centrales d'oxygène. L'ensemble n'est pas encore installé. Mais pour le moment, si vous allez à Orca, par exemple, Orca a une centrale de production d'oxygène. C'est que comme nous sommes montés en capacité... Et l'hôpital central? L'hôpital central également a une centrale de production d'oxygène. Assez incompréhensible par ces pertes de certaines vies. Pas plus illustres que d'autres, mais quand même des pertes. Non, je pense que ce n'est pas un problème d'oxygène. Je sais à quoi vous voulez faire allusion, mais je pense que ce n'est pas un problème d'oxygène parce que nous les avons. Nous avons quand même fait une réunion à cet effet et nous avons demandé à chaque responsable d'hôpitaux d'avoir au moins 50 à 100 bouteilles d'oxygène en réserve. C'est-à-dire que nous voulons travailler sur la base d'un fonds de roulement pour ce qui est de l'oxygène tout au moins. Et puis, si nous arrivons à installer ces centrales que nous avons commandées, chaque hôpital va produire au-delà de ce dont il a besoin. Aujourd'hui, la Kintini produit au-delà de ce dont il a besoin. Et donc, nous pensons qu'ils vont plutôt aider les hôpitaux de district, ils vont peut-être aider d'autres hôpitaux. Nous n'en sommes peut-être pas là, mais pour le moment, nous n'avons pas un problème d'oxygène. Apparemment, le taux de mortalité augmente. Et on le note dans l'opinion, simplement, on n'a pas fait ces statistiques. Au centre Orca, le centre de prise en charge annexe de l'hôpital central de Yaoundé, monsieur le ministre, il y a comme une frayeur qui monte également dans l'opinion. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que ces phobies montent jusqu'à vous? Je voudrais d'abord rendre un hommage particulier à tous ceux qui travaillent à Orca. Depuis juin dernier, ils font un travail exceptionnel, un travail harassant. Imaginez-vous un ensemble de personnes dans un lieu clos où vous n'avez que des personnes qui sont sous oxygène, vous n'avez que des personnes qui sont là. Donc, je voudrais d'abord leur rendre un hommage tout à fait particulier et leur dire merci pour ce qu'ils font pour la santé du Cameroun. Comment va le directeur de ce centre aujourd'hui, ce soir? Il va très bien, je viens de l'avoir au téléphone, il va très bien. Très bien. Et donc, maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que des fois, on a des préjugés sur un endroit. Orca est ouvert depuis juin. C'est vrai, il n'a pas pu, disons-le comme ça, c'est-à-dire il n'a pas échappé à la virulence, n'est-ce pas, de l'épidémie qui a commencé depuis janvier à février de cette année. Mais Orca souffre un peu parce qu'il est celui-là le centre qui prend en deuxième main les patients. C'est-à-dire que le patient va à tel endroit, il va à tel autre endroit, il a pris telle potion, c'est quand ça ne va plus qu'il arrive. Pour illustrer ce que je dis, nous avons des patients qui sont décédés à la sortie de l'ambulance à la porte d'Orca et qui aujourd'hui sont comptabilisés parmi les patients. En réalité, vous le savez, dans les règles de la médecine, l'établissement qui reçoit un patient en référence, si ce patient décède les 24 heures, la responsabilité n'est pas de cet établissement, c'est plutôt du référent. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose. Donc ça va, à Orca aujourd'hui, on peut y aller pour être pris en charge? Très bien. Très bien. Moi, je peux vous dire, il y a un cas qu'on avait dépisté à l'aéroport. On l'a amené à Orca, il a amené un ensemble de responsables de la République pour qu'on ne l'amène pas à Orca. Et quand j'ai été saisi, j'ai dit, OK, laissez-le sortir. Au moment où on est allé pour l'extirper, il dit qu'il ne sort plus. Parce qu'il a vu, en fait. Il a vu que ce n'était pas ce qu'on lui avait dit. Et vous parlez de l'augmentation du taux d'occupation des lits. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux aujourd'hui d'envisager la réactivation de ces centres qui ont été soit démantelés ou alors mis en veilleuse, peut-être même un peu trop vite, monsieur le ministre? Disons que nous n'en sommes pas encore là. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, mais nous n'en sommes pas encore là. Simplement pour être proactifs, nous avons commencé à exploiter quand même certaines opportunités en extérieur.
Donc on a 2 ou 3 capacités en termes de prise en charge que nous avons exploitées. Le moment où Orca sera dépassé, on va les activer pour pouvoir prendre en charge. Mais nous poursuivons la réflexion. Ce qui nous rassure, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est que la plupart sont des patients asymptomatiques et donc ils sont pris en charge à domicile. Nous prions simplement qu'ils prennent leurs responsabilités pour ne pas contaminer. C'est ça la question. Est-ce qu'à domicile, on est vraiment sûr de toutes les dispositions et de l'efficacité de cette auto-prise en charge? Ce n'est pas de l'auto-prise en charge, c'est simplement de la prise en charge en ambulatoire, comme nous disons, parce qu'on commet un médecin, on commet un district de santé qui vous suit à domicile, qui prend vos paramètres et qui prend de vos informations, de vos nouvelles à chaque fois que cela est nécessaire. Donc, ce n'est pas de l'auto où on vous a simplement donné votre produit et vous allez vous-même vous l'administrer tout le temps. Non, on vous suit quand même à domicile. Votre collaboration avec les cliniques privées semble un peu problématique, Monsieur le ministre, la collaboration du ministère de la Santé publique précisément. Quelle est la part et la place que vous accordez à ces espaces privés de santé dans cette riposte? Vous savez, depuis l'année dernière, nous avons organisé des plateformes d'échange avec l'Ordre national des médecins du Cameroun. Il était censé, sur cette plateforme, qu'on ait un ensemble d'éléments et pour pouvoir nous organiser ensemble avec les cliniques privées. Je crois que ce travail a été fait par le président de l'Ordre et l'ensemble de son bureau. Simplement, nous déplorons l'irresponsabilité de certaines cliniques. Parce que vous avez des cliniques qui n'ont pas la capacité de prendre en charge. Ils n'ont pas l'expérience pour prendre en charge un cas Covid, mais pour des besoins de gains financiers, sont en train de prendre en charge les patients Covid. Et au bout du course, de la course, nous avons le personnel qui est infecté, nous avons le malade qui est dans un état, quasi clôturé. Et à ce moment, ils mettent le patient dans la rue. Et ça, je crois qu'il y a un problème de responsabilité de certaines cliniques. Nous devons faire quelque chose et nous sommes en train de discuter avec l'Ordre national des médecins pour qu'il y ait quand même un peu de l'ordre dans cette affaire. Nous allons finir avec l'épineuse question du vaccin. Monsieur le ministre de la Santé publique, les vaccins chinois, les vaccins russes et certainement d'autres encore ont été proposés au Cameroun. Où en est le comité scientifique que vous présidez ce soir face à cette question du choix du vaccin le mieux adapté à notre contexte à nous? Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas moi qui préside le comité scientifique, c'est le professeur Koula qui est infectiologue. Mais je souhaite dire sur ce plan... Mais en tant que ministre de la Santé publique, vous chapeautez tout cela? Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, nous avons reçu l'avis du conseil scientifique, nous avons reçu l'avis du NAITAG sur la question de vaccins. Et nous avons transmis cet avis au gouvernement. Ils sont clairs, ils ont classifié les vaccins en fonction de ce que nous avons ici comme logistique d'accueil, de leur coût, de l'efficacité. Et donc, il y a un travail de fond qui a été fait sur ce point. Et je crois que le meilleur vaccin sera choisi pour le Cameroun. Ce n'est pas fait. Pour le moment, ce n'est pas fait, mais nous recevrons bientôt un ensemble de vaccins qui est en don, n'est-ce pas, de la facilité COVAX. Et ça, c'est déjà fait puisque nous savons que c'est AstraZeneca qu'on va nous envoyer. À quand les premières doses? Nous sommes censés avoir dans une dizaine de jours 864 000 doses de AstraZeneca. Nous aurions dû le recevoir un peu plus tôt. Mais sur la scène internationale, il y a une tension en ce moment. Mais le Cameroun a été placé comme priorité 0 pour qu'on nous l'envoie. Donc je pense priorité 0, c'est la plus élevée, c'est la moins... La plus élevée, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, la priorité des priorités en réalité. Et donc nous recevrons ce vaccin, je crois, dans une dizaine de jours. En attendant, nous sommes en train de nous organiser pour que immédiatement le vaccin arrive, que ça puisse être redistribué sur l'ensemble du territoire Les modalités national. De cette vaccination, monsieur le ministre? C'est clair. C'est-à-dire, nous avons reçu de très hautes instructions de monsieur le président de la République sur les vaccins. D'abord, le principe est que le vaccin sera gratuit.
comme d'ailleurs l'ensemble du traitement contre le coronavirus est gratuit, le vaccin sera gratuit. Et l'autre principe que je souhaite être clair là-dessus aujourd'hui, c'est que ce vaccin est non obligatoire. Donc, vous avez besoin de ce vaccin, vous remplissez les critères parce qu'il y a des priorités qui ont été placées par le conseil scientifique. Vous rentrez dans ces priorités, vous venez, vous demandez le vaccin, vous l'aurez. Quel degré de dangerosité ce vaccin pourrait-il poser aujourd'hui? Aucun. Nous avons vu... Les tests ont été préalablement effectués en amont? Mais nous ne sommes pas les premiers à nous faire vacciner avec ce vaccin. Nous avons des pays comme Israël qui aujourd'hui est cité en exemple parce qu'ils sont à plus de 60 à 70%. Donc je crois qu'on n'est pas les premiers à nous faire vacciner. Pour le moment, aucun effet secondaire n'a été fait et les gens ils s'arrachent d'ailleurs ce vaccin. Donc si nous avons la possibilité de l'avoir, ce serait une bonne chose parce que le président de la République a tenu à ce que nous l'ayons. Et c'est pour ça que nous mettons les bouchées doubles pour que les Camerounais aient également ce vaccin à leur disposition. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. J'avais annoncé 1000 questions sur le Covid-19 dans ce journal. On pourra aller jusqu'à demain. Vous pensez bien que l'intérêt est très grand dans nos publics pour cette question. Bon vent avec cette mobilisation au ministère de la Santé publique et à travers le territoire national. Et pour la suite du journal, vous reviendrez quand vous voulez et comme vous voulez, à temps et à contre-temps, Monsieur le ministre. On avait espéré une chute des prix sur le marché du ciment avec l'augmentation de l'offre et l'entrée sur le marché de 6 autres cimenteries. Il n'en est rien et même que certaines marques connaissent une hausse des prix. Prix justifié selon eux par la flambée du coût de la matière première. Les consommateurs désespèrent, mais que disent donc les pouvoirs publics et les associations de protection des consommateurs? Toutes ces questions à Cyril Kingembepe. Le ciment est ce qui manque le moins dans les quincailleries. L'offre est au-delà de la demande, soit 4,7 millions de tonnes l'an. Là où tout coince, c'est le prix. Il y a les ciments qui coûtent 4 000, il y a 4 300. Présentement, nous sommes à 4 800. Il y a de cela une semaine et demie qu'ils ont ajouté 200 francs par sac de ciment. Il y a le fournisseur qui signale que le ciment a augmenté de 200 francs. Et c'est tout, les détails, je ne maîtrise pas. Les 6 cimenteries nationales broient de la pouzzolane et du gypse, qui ne représentent qu'entre 5 et 10% des constituants du ciment. Avec ces industries, annoncent les pouvoirs publics, le Cameroun gagne en volume, variété, technologie, protection de l'environnement et en emplois créés. Les différents types de ciment qui existent sur le marché, il y a Dangote, il y a Robus, il y a Metsem, il y a Cimaf, il y a Lyon, il y a Multix. Le constituant principal qui s'obtient grâce au broyage du calcaire, c'est le clinker. Il est importé. Le prix est fixé à l'international. Conséquence, il serait très difficile de baisser les coûts, annonce-t-on au ministère en charge de l'industrie. Pour que le coût du sac de ciment de 50 kg baisse, il faut multiplier des usines de broyage du clinker. À ce jour, une seule fonctionne à Figuil, région du Nord. Comment dès lors espérer bâtir des habitats à loyer moyen au Cameroun, des HLM, face à des matériaux de construction toujours de plus en plus chers? Le cas à la SIC, la Société immobilière du Cameroun, qui décide d'un relèvement de ses loyers de 37 000 francs CFA par an, de l'argent dédié, dit-on là-bas, à l'entretien des cités, en plus d'un bail désormais court à renouveler chaque année. Du coup, l'adrénaline est montée chez les locataires. Arguments et contre-arguments, c'est dans cette enquête de Barbara Padjama. Voici le contrat de bail introduit chez les locataires de la société immobilière. Ces occupants qui accusent depuis le 13 février dernier des arrêts de sommeil à cause des articles 8 et 4 qui fâchent. Incompréhension au niveau de la partie 4. Maintenant, le contrat sera renouvelé chaque année. La SIC peut même vous chasser à tout moment et tout. Parfois, on va là-bas, il y a des agents qui nous disent rentre au village. Des articles qui apporteraient des modifications sur une gestion qui dure 26 ans déjà. La durée du loyer et une présumée augmentation d'environ 38 000 francs CFA à payer par an. Pourquoi ?
Ce sont les taxes d'assainissement. 35 000, c'est annuel. Si vous divisez, ça refait à peu près 3 000 francs le mois. Des retouches qui surprennent un peu les résidents. Pas habitués à de telles correspondances du bailleur. 80% des locataires qui n'ont pas eu leur contrat. Le préalable, c'était quand même qu'on nous remette à chacun nos anciens contrats pour que nous puissions maintenant le comparer à la nouvelle mouture qui nous était adressée. Pour défendre leurs droits, les locataires ont cogné chez le bailleur qui s'est montré plutôt réceptif. L'article 4 de renouvellement, on dit le bailleur se réserve le droit de donner congé au preneur. Ça a un peu choqué. Nous disons également, oui, ça, on doit l'enlever. Repartir sur de bonnes bases. Ce contrat est un des éléments pour construire une nouvelle gestion de la société immobilière du Cameroun en réponse à ses preneurs. Autre chose, pour boucher le fossé d'incompréhension. C'est pour les nouveaux arrivants à la SIC. Pour les anciens, si on veut aller vers eux, nous allons faire ce qu'on appelle avenant au contrat. Les anciens, eux, peuvent aller prendre de l'air dans la cour. Et voilà les débats qui vont se poursuivre dans cette affaire de la SIC. Nous allons dans la région du Nord où il y aura bientôt une usine d'égrainage de coton-graine à Lagdo précisément. Le ministre de l'Agriculture posait la première pierre de ce complexe ce dernier week-end dans la localité de Gouna. L'investissement de 10,2 milliards consenti par l'État viendra relancer la filière coton et rassurer des producteurs en crise. La cérémonie de Gouna, Claver Pascal Ndanga. La pose de la première pierre de cette usine d'égrainage de coton de Gouna dans l'arrondissement de Lagdo par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, traduit l'ambition du gouvernement de continuer à faire du coton un moteur de développement socio-économique des régions septentrionales. La création de cette usine s'inscrit en droite ligne de cette politique et obéit au développement des bassins de production de coton dans la zone cotonnière. Je remercie le chef de l'État qui, par une allocation spéciale, a permis la mise en place de cette usine. Entièrement financé par l'État à plus de 10 milliards de francs CFA, ce véritable complexe industriel est étendu sur 31 hectares et qui sera capable d'égrainer 335 tonnes de coton-graine par jour grâce aux équipements ultramodernes, porte à 10 les usines d'égrainage de la Société de développement du coton du Cameroun. Nous remercions beaucoup le chef de l'État. C'est une bonne chose pour les populations. Ça sera une niche d'emploi, ça sera une niche de développement. La cérémonie qui s'est achevée par la remise d'un important don en intrants et matériel agricole s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Nous restons dans cette région de l'extrême nord pour parler de notre administration camerounaise qui se fait de plus en plus proche de ses usagers. Le leitmotiv est du ministre de la fonction publique qui est en tournée nationale d'explication des réformes entreprises en ce sens. Après le Nord, le ministre Joseph Lé était hier mardi dans la région de l'extrême nord. Nous le retrouvons à l'étape de Kaélé dans ce reportage de Alexis Guidjartois. Le Maokani est désormais l'une des capitales des épreuves orales au concours administratif au Cameroun et le centre multifonctionnel des jeunes de Kaélé en est la structure d'accueil. Les 434 CMPJ à travers le pays puissent nous être utiles pour que l'enfant de Kaélé qui est admissible à un concours ne soit plus obligé d'aller à Maroua pour passer cet examen. Un choix qui fait la fierté des potentiels candidats. Je suis vraiment ému par rapport à cela. Nous sommes très contents parce que nous n'allons plus nous battre pour se déplacer de temps en temps. Le membre du gouvernement rappelle que seul le travail détient le secret de la réussite. Il n'y a pas d'autre magie que le travail. Qu'ils n'entendent pas les sirènes de l'intoxication qui viennent dire que vous ne pouvez avoir de concours que si vous payez quelque chose. Il n'y a rien à payer. Le service public est gratuit. Afin de mieux connaître la localité, le patron de la fonction publique a visité plusieurs sites avant d'échanger avec le commandement traditionnel qui a fait de lui un grand notable du Mayokani. Le ministre Joseph Lé qui était donc ce mercredi dans la Damawa, une étape à suivre dans nos prochaines éditions.
Dans l'extrême nord encore, nous allons entendre maintenant les derniers échos de la visite de travail du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a regagné Yaoundé avec la satisfaction d'une mission bien accomplie, le rapatriement volontaire de 342 réfugiés nigériens. La gratitude du gouverneur de Borno State au Nigeria envers l'État du Cameroun et le chef de l'État précisément, c'est dans ce reportage de Augustin Guizana, l'envoyé spécial à Banki. En face, Banki, porte d'entrée de l'État de Bono, République fédérale du Nigeria, accueille les siens. Ici, l'esplanade du centre HCR de Amchide, dernier village de l'arrondissement de Kolfata au Cameroun, théâtre de l'événement. Par ce geste entre le ministre de l'administration territoriale et le gouverneur de Borno State, le processus de rapatriement volontaire est lancé. Témoin de l'événement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, ce sont 342 personnes pour 100 familles qui retournent vers la ville de Banki, au Nigeria. Il y a plus ou moins 50% de femmes, 50% d'hommes. Des camions transportant des vivres, du bétail et des ex-réfugiés qui signent le cahier d'un retour au pays natal. Par cet acte, le Cameroun honore ses engagements dans le cadre de l'accord tripartite. Je voudrais rassurer le gouverneur de l'État de Borno que les familles que nous accompagnons aujourd'hui sont ceux qui ont exprimé la volonté de retourner au Niger parce que ces familles sont convaincues que la paix est revenue, le Cam est revenu. Ils ont remercié le Cameroun pour l'hospitalité légendaire pendant 6 ans. Après 6 à 7 années passées en terre camerounaise, ces Nigérians repartent chez eux. Les autorités nigérianes en sont reconnaissantes. Nous sommes très contents de ce grand cadeau que le gouvernement camerounais nous a envoyé. Nous disons merci au président Paul Biya et à son épouse. C'est le premier chapitre du cahier d'un retour au pays natal qui s'achève ce 8 mars 2021. Également au Bofix, la coopération militaire entre Yaoundé et Abuja. La 29e promotion de l'école de la défense nationale du Nigeria était en visite d'imprégnation ce mercredi au Conseil national de la communication, une occasion pour les hôtes du président Peter Essoka d'être édifiés sur l'expérience camerounaise en termes de gestion de la communication digitale, surtout en contexte de montée de la cybercriminalité. Le reportage de Pierre Evembe. Malgré la pandémie à coronavirus, la santé des relations bilatérales entre le Cameroun et le Nigeria se porte bien, surtout dans le domaine de la coopération militaire. Une fois le Cameroun a été sollicité par le Nigeria et particulièrement les élèves de la 29e promotion de l'école de la défense nationale du Nigeria. C'est sous le thème « Déferlant numérique et nécessité de l'éducation aux médias et à l'information, regard analytique et prospectif de l'environnement médiatique camerounais » que la délégation nigériane, forte en qualité, notamment 8 officiers généraux de leur armée, a pu s'imprégner de la forte expérience camerounaise, savamment brossée par Peter Essoka, président du Conseil national de la communication. La révolution numérique est une véritable déferlante. Malgré les bienfaits de cela, l'usage de la multitude des données qu'elle propose constitue entre les mains de personnes sans foi ni loi des menaces à la garantie de l'honnêteté de l'information et autres. Satisfaction finale des invités nigérians qui ont pu s'approprier une expérience riche qui a fait ses preuves depuis lors. Reparlons de la 36e journée internationale de la femme pour aller voir ces dames du port autonome de Kribé qui sont montées en première ligne pour cette célébration. Elles ont organisé une exposition d'objets d'art couplée sur les berges de l'océan Atlantique dans la région du Sud à une soirée gastronomique des 4 aires culturelles du Cameroun, un événement présidé par le directeur général Patrice Melom. Le reportage à Kribi, Dieudonné Noira. Une exposition d'œuvres d'art, de mets culinaires et autres traditions venant des 4 aires culturelles de notre pays. Ici à Kribi, les femmes du port autonome ont organisé une cérémonie inédite dans le respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19 pour marquer d'une pierre blanche cette 36e édition de la Journée internationale de la femme. Le directeur général du port autonome de Kribi, qui était accompagné de son épouse Marie Melom, a apprécié cette architecture traditionnelle du Cameroun regroupée en un lieu. Dans un décor hétéroclite et exceptionnel, le savoir-faire, le leadership féminin de ses collaboratrices
exprimés dans d'autres domaines. Réaliser une telle œuvre en même temps qu'elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Je pense qu'elles ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'esprit d'équipe. Le directeur général du port autonome de Kribi a aussi évoqué le rôle et la place de choix occupée par la femme dans cette institution. Une manière pour elle donc à travers cette cérémonie de dire merci au PAC, merci au Cameroun. La fin de ce 20h30 rallongé par la présence sur ce plateau du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, est venu apporter d'autres éclairages quant à la riposte gouvernementale contre le Covid-19. Le 20h30 était également l'occasion d'annoncer pour demain le Parlement qui entre en session, la première session parlementaire donc pour cette année législative. Le journal était préparé avec la collaboration de Marlise Enoambarga et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit, sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez sur cette antenne, après le 20h30, le magazine des hommes et des vies. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.